En 1798, le pasteur Thomas Malthus publie son essai sur le principe de population. L'idée est simple, sans frein, la population augmente de façon exponentielle, tandis que les ressources ne croissent que de façon arithmétique. Cela ne peut conduire qu'à la pénurie et à une catastrophe humaine de grande ampleur. En clair, la population augmente plus rapidement que ses moyens de subsistance. Le processus se poursuit jusqu'à la chute des standards de vie et plonge la population dans une situation de lutte pour la survie. 220 ans plus tard, il apparaît que les prédictions de Malthus étaient totalement erronées. Depuis lors, la population humaine est passée de 1 à 7 milliards. Par ailleurs, elle est mieux nourrie, mieux éduquée, plus riche et plus libre. Malheureusement, le malthusianisme n'est pas mort. Il est plus répandu que jamais. Le malthusianisme est constamment démenti par les faits. Mais à côté de cela, on entend constamment des gens affirmer que nous consommons trop de ressources. On entend constamment des gens s'inquiéter de l'augmentation de la population mondiale. De nombreux sites écologistes mettent d'ailleurs des compteurs anxiogènes évaluant en temps réel l'augmentation démographique. Sur base de cette théorie, des programmes eugénistes de stérilisation forcée ont été mis en place par le passé dans divers pays, parfois avec le concours financier, honte à elle, de l'ONU et des autres agences internationales. Dans l'ouvrage de Malthus, on trouve explicitement l'idée que la population, du moins la population pauvre, se reproduit naturellement et sans limite par une copulation sans entrave. Mais comme Malthus le reconnut dans les éditions postérieures, et ainsi qu'en atteste quantité d'observations anthropologiques, les gens, partout dans le monde, prennent le mariage, le sexe et la procréation très au sérieux. La notion de copulation sans entrave témoigne de l'ignorance ou du mensonge de ceux qui l'utilisent. En effet, contrairement aux plantes et aux animaux, les gens sont tout à fait capables de prévoir et de s'abstenir d'avoir des enfants. Pour la quasi-totalité des couples, dans la quasi-totalité des parties du monde, le mariage précède le fait d'avoir des enfants. C'est toujours suite à une décision précédée par un raisonnement sur la maturité et la capacité pour au moins un des époux à subvenir aux besoins de sa famille que les mariages sont contractés dans les sociétés primitives et les sociétés pauvres. Ils sont généralement précédés par des négociations entre les deux familles sur le montant de la dot, l'habitation, le terrain, le troupeau, etc. Avoir beaucoup d'enfants au tiers-monde n'est en rien une attitude irrationnelle. Bien au contraire, c'est une nécessité économique pour les ménages. En effet, jusqu'il y a peu, le taux de mortalité infantile était très élevé. Pour conserver un enfant en vie, il fallait en faire deux. Or, dans ces pays, les enfants sont des acteurs économiques. Ils travaillent assez tôt et leur revenu additionné est indispensable pour permettre à la cellule familiale de survivre. Pendant des millénaires, nous avons fonctionné de la même façon en Europe. Par ailleurs, avoir beaucoup d'enfants est, pour les parents, une garantie pour les vieux jours. En effet, dans ces pays, il n'y a pas de sécurité sociale. Les parents n'ont pas les moyens de cotiser pour une pension, car ils parviennent à peine à faire vivre leur famille. Ils ont besoin d'être hébergés et nourris par leurs enfants quand ils n'ont plus l'âge ni la force de travailler. Contrairement à une idée répandue, la croissance de la population n'a jamais été ni constante ni fixe sur le long terme. Elle procède par explosion démographique à certains instants clés. Si la population a fait un bond spectaculaire au tiers-monde, c'est justement parce que cette situation difficile a pris fin. Le taux de mortalité infantile a chuté, la production de richesse a augmenté considérablement dans de très nombreux pays, et l'espérance de vie s'est également envolée à des sommets. Le tiers-monde connaît aujourd'hui la situation que nous avons connue il y a plus d'un siècle. Tout ça est la conséquence de la mondialisation des échanges. Elle a enrichi le tiers-monde, du moins les zones où elle se développait. Avec le développement économique, l'État-providence se développe et avec lui la sécurité sociale, l'enseignement, etc. Du coup, les taux de fertilité ont chuté sur la planète entière. En réalité, le pic du taux de natalité a été atteint dans les années 70. C'est la période où, grâce à la mondialisation libérale, la médication, même rudimentaire, de la médecine occidentale a pu se diffuser dans le tiers-monde, réduisant radicalement le taux de mortalité. Quand la pauvreté se réduit, on observe une diminution du taux de fécondité quasi automatique. Pour quelle raison ? Car la réduction de la pauvreté fait chuter le taux de mortalité infantile, réduction qui elle-même diminue la nécessité de donner naissance à un grand nombre d'enfants, dans l'espoir d'en conserver une partie en vie. Car les pays riches peuvent se payer des programmes de sécurité sociale et n'ont plus besoin d'enfants pour assurer cette fonction. Car la diminution de la pauvreté permet un accès plus large à la technologie qui diminue elle-même la nécessité de recourir à la force de travail des enfants. Car les salaires sont plus élevés dans les sociétés riches, ce qui diminue la nécessité d'avoir beaucoup d'enfants dont le travail permet de boucler
le budget familial. Car les sociétés plus riches offrent une meilleure éducation pour les femmes et de plus larges possibilités d'accéder au marché du travail, ce qui les rend moins disponibles à la procréation. Car pour rester compétitif et productif dans une société riche, il faut de préférence avoir une petite famille. Car beaucoup de gens dans des sociétés riches sont influencés par les masses médias et incités à consommer plutôt qu'à donner naissance à des enfants. Quoi qu'il en soit, nous avons vu que, selon un grand nombre d'experts, les ressources ne manquent pas pour faire vivre une population même très nombreuse. Avec les techniques actuelles, et notamment les OGM, on pourrait, si on exploitait rationnellement la Terre, produire de quoi nourrir plusieurs dizaines de milliards de personnes sur Terre. Selon Julian Simon, le simple fait de parler de surpopulation est une imposture scientifique. Dire qu'une population est trop nombreuse par rapport à ce qu'elle devrait être n'est pas un jugement scientifique, c'est un jugement de valeur. S'il y a bien une ressource précieuse entre toutes, celle dont il ne faut pas se priver, c'est la ressource humaine. Plus une population est nombreuse, plus statistiquement, elle abrite des cerveaux brillants à même de trouver des solutions pour les défis du futur. L'être humain constitue, comme le dit Julian Simon, la ressource ultime.